Voilà, vous êtes à 103. Loin des 130. Donc ces 2% d'inflation, il peut s'asseoir dessus, monsieur Abbé. Voilà. Donc, franchement, il y a dire que c'était le seul moyen et que il fallait absolument faire du QE parce que sinon ça aurait été trop horrible, non. C'est un peu facile d'abord. C'est comme ceux qui vous disent ah mais vous vous rendez pas compte si jamais on n'avait pas eu l'euro. Moi je ne sais pas ce qui serait passé si on n'avait pas eu l'euro, mais ce que je sais c'est ce qui se passe avec l'euro. En revanche, et ça c'est pas extraordinaire. D'accord. Mais alors justement à propos de la dette, on a vu le cas grec avec, pendant cette crise européenne, le haircut qui a été fait sur les obligations grecques parce que le pays n'était pas vraiment en mesure d'assumer ses pertes. Est-ce que finalement la dette c'est vraiment un problème? Est-ce qu'on ne dit pas, bon bah, comme vous avez déjà évoqué lors d'une intervention, vous avez dit, bon on a qu'à fabriquer une bonne grosse pièce qui coûte, je ne sais plus, mais c'était combien? Non, ça c'était pas moi qui l'ai dit. Voilà. Est-ce que la dette a vraiment un sens au final? Oui, il y a un sens, c'est que... c'est qu'à un moment vous allez la payer, malheureusement. C'est un vrai sens. Non, la Grèce, il faut faire très attention, parce que le haircut grec n'est pas exactement ce qu'on vous a présenté. En gros, qu'est-ce qui s'est passé au moment du haircut grec? L'État grec se réunit avec autour de la table le FMI et les représentants de la BCE et les représentants de l'Europe. Et là, on dit, bon, bah écoutez les gars, va falloir faire quelque chose, on ne peut plus, donc on va faire un haircut sur la dette grecque. Bon, long silence autour de la table, et on commence, et on va voir ce qui paraissait le plus facile, c'est-à-dire les fonds de pension, les hedge funds, les fonds américains, les fonds européens, et on leur dit, bon ben voilà, on va faire un haircut de 75%. Et les hedge funds leur répondent, on vous entend bien, mais sauf que nous on a acheté de la dette en droit international, donc allez vous faire foutre. Bon, ok. Alors on se retourne vers la BCE, puis on lui dit, bon ben... vous, on va faire un petit haircut de 75%, et puis là, vous avez le patron de la BCE qui fait bah non. Mais pourquoi? Bah parce que, en fait, j'ai 400 milliards d'exposition et ça fait beaucoup. Donc je peux pas. Parce que si je fais un haircut de 75%, pardon, 200 milliards d'exposition. Si je fais un haircut de 75%, ça fait 150 milliards, et j'ai que 13 milliards de fonds propres, ça va faire des ans. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les banques grecques, qui elles n'avaient pas grand-chose à dire, donc, parce qu'elles avaient malheureusement pour elles des obligations en droit grec, et non pas en droit international. Et donc, on leur dit, bah, va falloir faire 75% de haircut. Et là, les banques grecques répondent, si on fait ça, on est en faillite? Ouais, on s'en fout. Ah bon, d'accord, ok. Bon. Et donc, on vous annonce... victoire, on a trouvé un compromis, on fait un haircut, et résultat, la dette grecque qui à ce moment-là était à 150% du PIB, va descendre à horizon 2015 à 125. Bien, super. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Sauf qu'on a fait le haircut, et que résultat, 2 jours plus tard, les banques grecques tapaient à la porte en disant les gars, on est en faillite, on fait quoi? Et donc là, la Grèce est allée taper à la porte de l'Europe en disant faut renflouer les banques parce que là on est mal. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a redonné du pognon à l'État grec, qui les a redonnés aux banques pour qu'elles puissent se renflouer. Résultat des courses, vous êtes aujourd'hui à 171% de dette par rapport
C'est beau, non? Donc, ça marche pas. Et donc, il y a un moment, enfin, faut arrêter de penser qu'on peut s'amuser à endetter jusqu'à plus soif, sous prétexte qu'on est des pays, que donc il n'y aura pas de problème, on ne pourra pas faire faillite, etc. Allez en parler aux Argentins, allez en parler à beaucoup de pays qui ont connu ça. Un pays, ça fait faillite. Voilà. Alors, ça ne fait pas faillite comme une entreprise, d'accord, parce que on ne l'avait pas en liquidation, on ne vend pas les actifs, etc. Mais ça fait quand même faillite. C'est-à-dire que ça ne rembourse pas sa dette. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête. Et quand vous ne remboursez pas les dettes, vous avez des gens qui en subissent les conséquences. Que ce soit des étrangers, que ce soit les privés, la population qui a de la dette, il y a des gens qui en subissent les conséquences. Il faut arrêter de penser qu'on peut faire n'importe quelle connerie et qu'il n'y a jamais de conséquences. Mais alors, qu'est-ce qui justifie selon vous la baisse des taux en ce moment des obligations européennes? Parce qu'on a vu, par exemple, l'obligation de 10 ans grecque qui pouvait avoir 20% lors de la crise, voire plus, et là maintenant retomber à des niveaux vraiment très ridicules, presque en dessous de risques d'entreprise. Parce que vous êtes dans une logique où aujourd'hui on vous a dit, vous avez un monsieur qui s'appelle Monsieur Draghi et qui vous a dit « je défendrai l'euro jusqu'à la mort en juillet 2008 ». C'est quoi votre opinion sur l'euro? Est-ce qu'on va garder la monnaie unique ou alors on va une solution alternative? J'estime que l'euro est un truc qui a été un machin qui a été mal monté. Et qu'à partir du moment où un machin est mal monté, quand commencent à arriver les problèmes, eh ben on s'aperçoit que c'est mal monté. Et qu'en général, c'est là que ça tombe. Voilà. Quand tout va bien, quand vous avez de la croissance, quand il n'y a pas de risque, quand il n'y a pas de problème, ça marche. N'importe quoi marche. Même la pire des bêtises marche. En revanche, quand ça commence à coincer, quand on commence à avoir des risques, quand on commence à avoir des bagarres en termes de devises dans le monde, c'est là qu'on s'aperçoit que le truc était mal monté. Voilà. Donc, comme tous les trucs mal montés, à un moment, il y a quand même de grandes chances qu'ils disparaissent. C'est pas une solution, c'est une conséquence. C'est pas une solution. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. Après, qu'on change de système, qu'on mette un système avec, je sais pas, un retour à l'écu, enfin, n'importe quoi, j'en sais rien de ce qui va se passer, de ce qui va être décidé. Mais ce que je sais, c'est que l'euro est une immense connerie, supercherie. Je vous rappelle de ce qu'on vous disait pour le montage de l'euro, que ça allait apporter la prospérité à tous les pays européens, la baisse du chômage, etc., etc. Plein de trucs qui sont bien sûr arrivés. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que l'euro est mal monté. Mais comment ça, je veux dire, comment est-il mal monté? Est-ce que c'est au niveau de l'acceptation des pays? Est-ce que c'est, par exemple, je sais pas, là on vient de créer... Mal monté, c'est que vous avez fait rentrer trop de pays trop vite avec des pays qui n'avaient rien à y foutre. L'Irlande, ça n'a rien à faire dans l'euro. Rien. C'était un pays sur lequel il y avait 3 moutons et 2 distilleries de whisky, à qui on a imposé un modèle qui est complètement idiot, qui est un modèle de paradis fiscal pour les entreprises. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'on emmerde les Suisses comme il n'est pas possible, alors que personne ne bronche sur l'Irlande, alors que c'est grâce à ça que Total paye 8% d'impôts sur son bénéfice global. 8% d'impôts sur le bénéfice global. Ça fait pas lourd. Hein. C'est pas le taux des PME, hein, je peux vous dire. Donc voilà, c'est tout simplement parce qu'il suffit que vous passiez par l'Irlande, le taux irlandais c'est 8% négociable. Alors si vraiment vous insistez un petit peu, vous pouvez même baisser à 6. Donc voilà, enfin, on a fait rentrer la Grèce alors que la Grèce n'avait rien à foutre dans l'euro. On a fait rentrer le Portugal alors que ça n'avait rien à foutre dans l'euro. Pour la bonne et simple raison, vous ne ferez jamais marcher ces pays-là au même rythme que les autres. Voilà. Donc il fallait, si on voulait faire... C'est un système extrêmement complexe de faire une monnaie unique. Si on voulait faire ça, on aurait très bien pu commencer à 2. Et puis au bout d'un moment, voir si vraiment ça tenait le coup et en faire rentrer un 3e. Non. Ce qu'on fait, on en prend 10 d'un coup et on dit, ah bah tiens, demain matin, c'est la monnaie unique. C'est ridicule. C'est ridicule.
Donc avec des politiques différentes, avec des rythmes de croissance différents. Comment voulez-vous qu'un Grec marche à la même vitesse qu'un Allemand? C'est ridicule. Donc à partir de ce moment-là, avec au départ une idée qui était pas de solidarité du tout. Vous regardez les traités, c'est nos solidarités. Si on a un qui plonge, il plonge tout seul. Hein. Et là maintenant, on vous explique que vous allez payer à vie pour les Grecs. Il n'y a pas un souci? Si, parce que vu comment c'est monté, on ne peut pas faire autrement. Si les Grecs Ah ben d'accord. Mais vous êtes content Vous allez filer 90% de votre salaire bientôt pour payer pour les Grecs? Ça vous gêne pas? Si. Bon, non, mais il y a un moment où ça ne tient plus. Oui, c'est-à-dire, on ne peut pas demander à des gens qui se saignent déjà pour leur propre pays d'aller payer pour les autres. À perpétuité. Parce que là, c'est à perpète. Quoi que vous fassiez, c'est à perpète. Donc, si je vous annonce là que vous en prenez pour perpète tous, ça ne va pas vous faire marrer. Bonjour. Au final, on sait tous qu'il y a des pays qui n'avaient rien à faire dans l'eau. Mais donc la solution, c'est quoi? On attend que ça se casse la gueule et avoir une solution après pour éviter une grosse inflation? Eh bien, c'est d'attendre que ça se casse la gueule. Non, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez, je ne parle pas simplement des politiques français, mais vous avez des gens qui sont toujours dans l'anticipation chez les politiques, ça se voit. Hein. Qui prévoient tout, qui sont toujours dans l'anticipation. Donc, ce sont des gens qui sont en train, évidemment, de réfléchir à l'après-euro, qui sont en train de réfléchir avec une croissance de 0,5%, comment je fais pour faire fonctionner un pays, etc. Vous avez remarqué que partout, on vous en parle. Voilà. Donc, vous allez attendre que ça se gamelle vraiment pour que les 20 crétins qui nous dirigent, le G20, se réunissent et se posent la question de savoir comment on fait. Voilà. Mais vous aurez très probablement un changement de système monétaire, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer avec un yen qui vaut plus rien, avec un dollar qui vaut plus grand-chose, et un euro qui est bancal. Ça me paraît compliqué. Donc à un moment, vous aurez un changement de système monétaire. Sauf que, au lieu de le faire à froid, maintenant, en se réunissant autour d'une table et en essayant de réfléchir dans le calme, ils le feront le jour où ça aura explosé. Donc il en sortira une connerie, qui tiendra 15 ou 20 ans, et puis ça recommencera. Donc vous dites justement que l'euro a été mal monté. Donc, je partage un peu l'idée, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Mais plutôt que d'attendre justement que le système s'effondre sur lui-même, est-ce qu'un approfondissement de l'Union européenne, une harmonisation fiscale et législative pourrait justement remettre le système sous les rails et ne pas nous condamner à la perpétuité justement? Bien sûr. Allez en parler aux politiques. Ah, n'est-ce pas ça? On voit qu'ils sont quand même tous aptes à travailler ensemble, à aller dans le même sens, tous les jours. Hein. Ne croyez pas que demain, tous les politiques européens vont se réunir pour avoir la même politique, etc. Même politique fiscale, même politique... non. Bonjour. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, on est un petit peu dans la même situation que dans la crise des subprimes, sauf qu'à la place des particuliers, il y a les États, plus ou moins. Oui, enfin non, ça n'a pas réduit la dette des particuliers, ça a simplement augmenté la dette des États. Mais c'est pas, en effet, c'est pareil, oui. D'accord, mais donc du coup, dans le principe des subprimes, si j'avais bien compris, il y avait des paniers de crédit où il y avait plusieurs tranches avec des tranches plus risquées. Le problème des subprimes, ça a été qu'on a prêté à des gens dont on savait pertinemment qu'ils ne pourraient pas rembourser. Et on continue à le faire. D'accord? Alors maintenant, ça s'est déplacé, ça n'est plus
dans l'immobilier, c'est surtout les voitures, parce qu'il fallait relancer un peu General Motors, c'est les prêts étudiants. Dans les prêts étudiants, sachez que vous n'avez pas la moitié qui sont réellement étudiants. D'accord ? Donc, mais comme ils n'arrivent pas à obtenir de prêts ailleurs et qu'ils n'ont plus de boulot, ils cherchent à avoir un petit peu de pépette. Donc, ils font des prêts étudiants, mais qui ne seront pas remboursés non plus. Ce n'est pas les 25 ans, 55, la tranche 25-55 qui a été réembauchée depuis la crise, c'est les plus de 55 ans. Ça veut dire qu'on est en train de sacrifier une génération. Donc, les étudiants qui prennent un prêt étudiant pour étudier, malheureusement, comme ils ne trouvent pas de boulot à la sortie, ils sont bien incapables de rembourser leur prêt étudiant. Voilà. Ça, c'est les nouveaux subprimes. Après, qu'on ait titrisé ces emprunts-là et qu'on les ait mis dans des véhicules avec un doux mélange entre des prêts de meilleure qualité, des prêts de moins bonne qualité, etc. Oui, c'est vrai. Mais on continue à faire exactement la même chose. Aujourd'hui, vous continuez, c'est ça qui est assez remarquable dans cette crise, c'est que il n'y a absolument pas eu de leçons qui ont été prises. C'est-à-dire que les banques ont failli sauter en 2008 pour des questions de leverage. Elles continuent à avoir le même leverage aujourd'hui. D'accord ? Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres, ça va vous fixer les idées. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 80 milliards de dollars de transactions au jour. Toutes transactions confondues, que ce soit la vente d'un Boeing jusqu'à vous qui allez acheter un café en sortant. D'accord ? Donc évidemment, sur ces 80 milliards de dollars, toutes n'ont pas besoin d'être couvertes en termes de taux de change. D'accord ? Quand vous allez boire votre café, vous ne couvrez pas votre transaction. Mais imaginons que ces 80 milliards de dollars soient sujets à une couverture de change. Combien y a-t-il de transactions sur les dérivés de change par jour ? Entre 5 000 et 8 000 milliards jour. Donc, ça n'est pas que de la couverture. C'est bien du schmil. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes toujours en levier, et en levier extrême, dans toutes les banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il y a un pépin, et tout le monde saute. Voilà. D'accord, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le modèle était assez bien, le modèle de titrisation était assez bien élaboré pour des tranches de crédit risqué qui étaient très peu importantes. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose au niveau des États en glissant dans des paniers, par exemple, un petit palier de dettes risquées et puis les mixer avec des dettes d'État qui sont beaucoup moins risquées? D'accord. Donc on refait la même chose qu'en 2008. Et à votre avis, il n'y aura pas le même résultat? Ça dépend, après, tout dépend de la quantité de crédit risqué qu'on injecte dans le panier. Si on injecte, c'était ce qu'on disait à ce moment-là. On disait, mais vous inquiétez pas, on met un peu de merde dans un océan de trucs bien, et comme ça, pas de risque. On a vu, il n'y avait pas de risque. On a vu ce que ça a donné. Lehman Brothers, quand ça a sauté, ça a laissé une ardoise de... Ils avaient provisionné à hauteur de 40% à la BNP. Il y a eu 93% de write-off. Ça reste plus grand-chose. Donc, mais sur le même principe. Hein. Oh, il y a un peu de merde dans des produits, mais c'est pas grave. Hein. Le problème, c'est que quand vous commencez comme ça, si vous voulez, vous savez très vite plus où elle est. Et dans quelle proportion. C'est ça l'ennui de ce genre de produit. Parce que on se réassure sur de la réassurance, etc. Et très vite, vous savez plus où c'est. Comme les CDS, par exemple, hein, qui sont des produits de gré à gré.
moi je vais faire un CDS avec vous, puis au bout d'un moment je vais me dire ouais mais lui il a une tête qui ne me revient pas, je vais m'assurer sur sa tête, hein. Je vais revendre mon CDS et je vais en reprendre un sur votre tête, etc. Et à la fin, plus personne ne sait qui détient le truc original. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors justement, j'ai une question tout à fait opérationnelle, parce qu'au sein de Platinum Gestion, que vous avez fondé en 2005, comment on fait pour justement jouer ou se protéger contre ces risques que vous évoquiez de d'éclatement de la bulle de la dette? D'abord, on va se mettre dans des banques qui ne sont pas des banques à risque. Vous en avez, qui ne font que de la gestion pour compte de tiers, dans lequel il n'y a pas de trader. Donc on va déposer l'argent là. Et ensuite, une fois que c'est là, on va diversifier en termes de devises. On va mettre des devises différentes parce qu'il se trouve que la plupart des gens qui vivent en France ou en Europe d'ailleurs sont mono-devises, ont tout leur patrimoine qui est sur une seule et même devise, ce qui revient à avoir tout son patrimoine sur un seul et même actif, ce qui dans cette période ne me paraît pas forcément de bon sens. Donc on diversifie en termes de devises, et puis on ne fait que des obligations corporate de bonne qualité, c'est-à-dire pas financières et pas bancaires, sur du 2 ans, 3 ans maximum. Et puis on a une activité assez intense sur les indices, sur le forex, etc. Donc voilà comment on protège nos clients. Et est-ce que ça peut gêner les clients d'avoir peut-être une performance moindre que d'autres fonds, parce que ça va être une gestion un peu moins risquée, beaucoup moins risquée, et dans ces temps, enfin, c'est pour l'année 2013 par exemple, vous savez, le client, vous lui expliquez que vous lui faites à peu près le rendement qu'il veut. Moi, quand j'ai des clients en face de moi, je leur dis, vous voulez combien en rendement? Alors, vous avez toujours le crétin du coin qui me dit 10%. Et je lui dis, je vous fais 10%, monsieur. Simplement, vous me faites une petite lettre de décharge en disant que vous vous foutez complètement de récupérer votre capital. Il n'y a pas de problème, je vous fais du 10%. Je vous achète des obliges grecs, je vous achète du très très high yield, je vous fais du 10%. Après, il ne faudra pas se plaindre le jour où on ne remboursera pas non plus. Voilà, donc il n'y a pas de miracle, si vous voulez. Si vous voulez aujourd'hui avoir quelque chose de sécurisé, vous n'aurez pas un rendement de 4, de 5, de 6, de 7. Ça s'appelle Madoff. Il est en tôle pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la salle? J'en pose souvent. Tout à l'heure, vous avez parlé de la déflation sur le marché américain. Donc, la déflation serait présente pour les prochaines années. Vous avez dit qu'elle ne serait pas rectiligne, qu'il y aurait des pics de croissance, parce que c'était jamais rectiligne. Et je voulais savoir à quoi étaient dus ces pics. Et deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas se servir des facteurs qui incluent ces pics pour créer une croissance qui soit positive, casser la déflation? Vous n'avez, enfin, de toute façon, en économie, vous n'avez rien de rectiligne. Donc, il y a un moment où vous avez une reprise qui est simplement une reprise. Regardez ce qui s'est passé sur le dernier trimestre, 2013 aux États-Unis. Tout d'un coup, on a vu une production industrielle qui était tirée par la production de voitures. Bon. Si on regarde le truc comme ça, on se dit c'est très bien. Simplement, une fois que vous les avez produites, les voitures, il faut les vendre. Or, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'ils les ont stockées chez le concessionnaire et qu'il y a des stocks comme on n'en a jamais eu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trimestre suivant, pour la production de voitures, vous pouvez vous asseoir dessus. Vous n'avez pas quelque chose comme ça, vous avez quelque chose comme ça. La tendance est... Et aucun facteur qui puisse être utilisé dans le temps. Si, vous pouvez, c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez repartir sur de la dette. À part la dette dont on parlait tout à l'heure. Comment?
je sais pas, si, on peut dire, comme on peut dire aux Japonais, comme on peut dire aux Chinois, comme on peut dire aux Allemands, les gars, ce soir, vous y mettez tous, hein, parce qu'il nous faut des bébés. Sauf que ça nous donnera de la croissance dans un temps, mais bon, on peut déjà commencer comme ça, si vous voulez. C'est une perspective pour le week-end qui est sympa, mais mais sinon, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas en claquant des doigts que vous aurez de la croissance. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un tel point, un point de non-retour, qui fait que va d'abord falloir solder les comptes hein, avant de penser à repartir. Bonjour. Pourquoi il n'y a pas une réglementation plus efficace contre les grandes banques, notamment on parlait tout à l'heure de Goldman Sachs, ça me fait réfléchir, qui se sont enrichis grâce notamment à Mario Draghi, qui était un ancien collègue, en masquant les dettes grecques avec des problèmes complexes, et on sait, ça s'est prouvé. Pourquoi oui, mais parce que vous avez des lobbies, c'est tout. Parce que quand vous voulez négocier avec quelqu'un, il faut être en position de force. Il faut être du bon côté du flingue. Quand vous voulez négocier. Non, mais non. Quand vous voulez négocier, il faut être du bon côté du flingue. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2008, vous aviez des banques qui étaient toutes en train de mourir, en train de se noyer. D'accord? C'est là que vous pouviez négocier. C'était assez facile de négocier à ce moment-là. Là, vous leur tendiez une feuille, vous leur demandiez de signer en bas, et puis vous leur dites on va remplir, on s'en occupe. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas du tout. On n'a pas fait du tout ça. On les a sortis de l'eau, on les a nourris, on les a séchés, et puis on leur a dit après, excusez-nous de vous déranger, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un petit quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait le banquier à ce moment-là? Il dit, va te faire foutre. Et il dit en plus, si tu m'emmerdes, je ne prête plus à l'économie. Alors, ça, les politiques n'ont toujours pas compris qu'ils ne prêtaient pas à l'économie. Mais ils y croient encore. Donc, à chaque fois qu'on a convoqué les banquiers à Bercy, ça a été le même discours. On a dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va leur mettre comme mousse? Et à chaque fois, ils sont sortis les mains dans les poches en disant, non, ben, ça va. On a discuté avec le ministre, on lui a dit qu'il fallait mieux qu'il soit gentil quand même, et puis on est reparti. Toujours. Vous n'aurez pas de réforme. Je ne sais pas si vous avez suivi les auditions des députés des principaux banquiers pour la réforme bancaire en France, hein, c'était hallucinant. Alors, on avait un député qui posait la question et qui disait à M. Oudéa, patron de la Société Générale, alors on va limiter les opérations de marché, etc. Et Oudéa qui disait, les opérations de marché? Mais ça représente 3% de mon activité. Ah bon, disait le député? Je pensais plus quand même. Ah non, je vous assure, monsieur le député, 3%. Voilà. Quand vous avez des crétins en face de crétins, ça ne donne jamais quelque chose d'intelligent. Hein. Pardon? Du shadow banking. Et vous en parlez un peu? Du shadow banking, vaste question. Chinois ou les autres? En Chine, par exemple, vous avez une grosse question sur le shadow banking. Mais il n'y a pas que le banking qui est shadow en Chine, il y a tout le reste. Mais vous avez une grosse question sur le shadow banking. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont monté ce qu'on appelle des trusts, mais qui n'ont rien à voir avec les trusts anglais, les trustees anglais, etc., qui sont des émanations des banques qui servent à prêter, justement, à des entreprises ou à des particuliers, notamment pour des achats immobiliers, et que le problème dans ce cas-là, c'est qu'on n'a absolument aucune idée, quand on voit le bilan de la banque, de l'exposition réelle de la banque à ces produits-là. Et donc, c'est tout le problème aujourd'hui, c'est d'avoir comme ça des pans entiers de montage financier qui échappent totalement à toute régulation et même à toute
vision de la part des analystes et de la part des banquiers. Et donc, résultat, on fait des estimations, mais qui ne sont que des estimations. Et que le problème, c'est que c'est exactement comme pour tous ces produits bancaires, c'est que un jour, vous vous apercevez que dans le shadow banking, ou en tout cas dans le hors-bilan des banques, vous vous retrouvez avec des montants qui sont considérables et qui vous mettent en risque. Donc il y a un risque systémique incontrôlable. Vous avez un risque systémique incontrôlable. Je donne souvent les chiffres de la BNP, c'est les seuls que je retiens. Fin 2012, la BNP, fonds propres 70 milliards d'euros, total bilan 2000 milliards d'euros, plus que le PIB français, position sur les marchés à terme 48 000 milliards d'euros. Mais vous inquiétez pas, pas de souci. Donc, et ça, c'est ça. Il ne vous a pas échappé que 2000, 48 000, ça fait 24, d'accord, d'effet de levier. La Société Générale, c'est 37 de mémoire, le Crédit Agricole, c'est 50, et la Deutsche Bank, c'est 80. Mais il ne se passera rien. Hein. Aujourd'hui, la problématique de la dette est assez partagée par la plupart des analystes. Enfin, on sait qu'il y a un souci au niveau de la dette, mais j'aurais une question au niveau du timing. Est-ce que le plus souvent, pour prédire, le plus difficile lorsqu'on essaye de prédire une crise, c'est de prédire le timing? Est-ce qu'on pourrait avoir des signes avant-coureurs lorsque ça pourrait arriver? Et éventuellement, on sait qu'actuellement la Fed rachète des actifs sur le marché américain et qu'elle atteint des taux de détention sur certaines classes d'actifs qui sont relativement élevés. Est-ce qu'il y aura un niveau à partir duquel ça pourrait bloquer? Non, on est déjà sur des niveaux auxquels ça pourrait bloquer, on est déjà sur des niveaux auxquels on devrait exploser au Japon, on est déjà sur des niveaux qui commencent à exploser en Chine, on est sur des niveaux... Donc c'est entre cet après-midi et X. Voilà. La seule chose qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que on va de plus en plus vite dans le mur. Donc, quant à dire qu'il n'est plus très loin, oui, en effet. Maintenant, est-ce que ça se passera dans un trimestre? Est-ce que ça se passera dans 2 trimestres? J'en sais rien du tout. Et, à vrai dire, je m'en fous. Voilà. Parce que le problème aujourd'hui est tellement grave, le problème n'est pas de savoir si le CAC va baisser de 10 ou de 15%, on s'en fout, ça, complètement. D'accord ? Le problème, c'est réellement, et c'est vraiment le nœud de ce qui se passe aujourd'hui. C'est que vous n'êtes pas dans une crise. Une crise, c'est quoi? C'est, vous partez d'un état, vous avez une crise, et puis au bout de 1 an, 2 ans, 6 mois, peu importe, vous revenez dans l'état initial. D'accord? Vous partez de +2, vous allez à -3, et puis au bout d'un moment, vous vous retrouvez à +2. Ça, c'est une crise. Et ça, bon, à la limite, vous pouvez toujours parler d'histoire de timing, si ça vous amuse, mais finalement, si vous restez en place, si vous ne bougez pas une oreille, il ne va pas se passer grand-chose. D'accord? Et au bout de 2 ans, vous aurez récupéré à peu près ce que vous aurez laissé. Là, on est dans un changement de modèle. Un changement de modèle, ça veut dire que vous ne revenez pas à la situation initiale. Et si vous ne revenez pas à la situation initiale, vous vous foutez complètement de savoir quand ça va arriver. La seule chose que vous voulez avoir, c'est être prêt le jour où ça arrive. Alors je vais comparer ça juste à un truc pas drôle, mais c'est l'assurance décès, c'est la même chose. Vous savez que vous allez mourir à un moment ou à un autre, c'est quand même plus que probable. Vous ne savez pas quand. C'est pas le bol. Et donc, soit vous vous y préparez, vous prenez une assurance décès, soit vous vous en foutez complètement et vous ne la prenez pas. Mais à ce moment-là, vous ne pourrez pas vous plaindre de réellement prendre plein la gueule. En tout cas, ceux qui restent. mais voilà, c'est pas un sujet quand ça va arriver, vous en foutez. Ça arrive dans 3 mois ou dans 6 mois, ça va changer quoi avec vous? Rien. Ou alors vous vous dites, je suis suffisamment malin pour sortir la veille. Alors ça, il y en a plein les cimetières, des mecs comme ça. Et généralement, ça se passe mal.
parce que malheureusement, vous n'aurez pas probablement de signe annonciateur. Là, vous en avez une multitude de signes annonciateurs. Vous savez que ça ne va pas bien. La seule chose, c'est le vrai craquement, vous ne savez pas quand il va arriver. Est-ce qu'il y a encore des... Oui. On dit que sur une période, généralement, quand il y a un portefeuille qui se répartirait sur toutes les actions, les actifs qui existent, sur une période de 8 ans, on n'est jamais perdant. Même s'il y a une crise au milieu, on arrive toujours à récupérer ce qu'on a mis. S'il y a une crise. C'est ce que je vous ai dit. Même s'il y a une crise au milieu. Non, mais s'il y a une crise. Et s'il y a un changement de modèle, si. C'est plus le cas. Parce qu'on c'est plus le cas. C'est jamais arrivé. Ça, on est dans un truc qui est très exceptionnel. On n'est pas du tout dans quelque chose sur lequel vous avez des bases. Avant, vous aviez des cycles qui étaient parfaitement dessinés. Les cycles économiques, ils étaient parfaitement maîtrisés avant. Qu'est-ce qui se passait? Vous aviez de la croissance, ça vous entraînait certaines tensions, tensions sur les prix, tensions sur tension sur pas le chômage, mais sur le plein emploi, tension due au plein emploi, tension sur les salaires, etc. D'accord? Et au fur et à mesure que ces tensions se faisaient, au fur et à mesure que la croissance augmentait, tension sur les prix des matières premières, tension... Bon. Qu'est-ce qui se passait? Les banques centrales montaient les taux et restreignaient le crédit. Et à ce moment-là, vous aviez votre courbe qui était en cloche, qui commençait à s'aplanir, et puis à redescendre. Et qu'est-ce que faisaient les banques centrales dans la descente? Elles desserraient gentiment le crédit, elles commençaient à baisser les taux, et arrivé en bas, après une récession, pof, on repartait. Parfaitement dessiné. Ça, vous avez eu ça jusqu'en 2005, à peu près. Hein? Or, la bulle Internet, mais le cycle en lui-même, le cycle économique, il était parfaitement dessiné. Vous commenciez, en 98, vous commenciez à avoir une contraction sur les marges des entreprises, donc vous partiez vers le bas, en haut de la cloche, et vous avez fait une récession en 2001. D'accord? Après que ça a été aggravé pour des questions, les doutes sur Enron, sur les télécoms, sur le bilan de certaines sociétés, etc., ça c'est un problème boursier, ça n'a rien à voir. Et sur le cycle économique, il était parfaitement dessiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un vrai sujet, si vous voulez, économique. C'est que c'était donc les banques centrales qui maîtrisaient ce cycle. Qu'est-ce qui se passe en 2008? En 2008, quand vous avez le problème, si vous voulez, c'était un problème quasi de physique. Vous avez un tuyau qui accepte 2,5 mètres par seconde d'eau, de débit d'eau. Vous essayez de lui en faire passer 5. Qu'est-ce que vous savez qui va vous péter dans la gueule? Et là, qu'est-ce que fait M. Bernanke en 2008? Au lieu de fermer le robinet, il l'ouvre, en grand. C'est juste pas tenable. Donc on sait comment ça va se terminer. Il a refusé la récession, il a dit on n'ira pas en récession. Alors il y a eu une toute petite récession, vraiment ridicule. Hein. On a eu une toute petite récession, mais ça n'empêche qu'on n'a rien purgé. Or une récession, ça sert à ça. Ça sert à purger les problèmes. Là, on ne l'a pas eu. Donc ça a été une erreur. On ne va pas combler, on n'aura pas de taux de croissance comme on a connu après les anciennes crises. Au bout. Non. Donc ce système des 8 ans est plus... Mais c'est parce que c'était un système qui était basé sur la dette depuis 15 ans, c'est tout. Et que ce système, il n'est pas tenable à perpétuité. Vous avez un... Enfin, faites comme si c'était un ménage. Vous gagnez 2 000 € par mois, vous en dépensez 4 000 et vous avez 2 millions d'euros de dette à la banque. Vous pensez que ça passe? Ça passe pas. Même si votre patron est super sympa, il vous augmente de 50%, vous êtes à 3 000, vous continuez à en dépenser 4 et vous avez toujours vos 2 millions de dette à la banque. Ça passe pas. Cherchez pas. Mais dans ces cas-là, pourquoi nous qui sommes embêtés, pourquoi on ne s'amuserait pas à trouver quelqu'un qui a besoin d'argent et on lui dit tiens je te prête, alors, et
Donc je te demande le double. Dire aujourd'hui, tous les États partent dans la même politique, il faut absolument qu'on fasse du quantitative easing, on baisse les taux, on injecte. Alors finalement, c'est je te tiens, tu me tiens, par la bichette, tout le monde soutient et ça ne peut pas tomber. C'est ce que je vous disais, ça peut durer encore comme ça le problème. des années. Donc le meilleur truc quand on refuse le problème, c'est de continuer. Ça peut durer des décennies, tout ça. Non. Alors voilà, pourquoi? Non, parce qu'il y a un moment où on refuse de vous prêter. Là, aujourd'hui, il y a un truc extraordinaire. C'est les marchés internationaux qui prêtent à la France. Donc, qui jusqu'à présent prêtaient à M. Moscovici. Vous avez envie de lui prêter de l'argent à 2,20 à vous? Je sais pas, ça fait un an que ça dure. Ben oui. Non mais vous, Ah bah non, vous avez non. vu sa tête? Vous avez envie de lui prêter à 2,20? Donc, non, il y a un moment, si vous voulez, où... alors je sais, honnêtement, c'est une vraie question. Les taux en France, c'est une vraie question, auquel je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas ce qui passe dans la tête des investisseurs pour prêter à 2,20 aux Français, Est-ce qu'il n'y a pas des qui actifs? ont prouvé quand même qu'ils étaient incapables de se réformer. Mais comme exactement ceux qui prêtent aujourd'hui à 0,65% à 10 ans aux Japonais. Il y a un truc juste qui m'échappe. Mais enfin bon, je pense qu'à un moment, ça va leur échapper aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie des actifs saisissables? Les immobiliers français, enfin, les créanciers peuvent peut-être saisir les dettes. Ah ouais, les qui Chinois permettent- vont partir avec notre tour Eiffel. Non, mais peut-être que les Chinois possèdent beaucoup de dettes françaises. On va aller voir, ils vont déménager l'Arc de Triomphe, la tour Eiffel, ils vont être contents. Et prenez l'exemple chinois. Les Chinois possèdent énormément d'obligations américaines et vice-versa. Les Américains possèdent aussi beaucoup d'obligations émises par la Banque populaire chinoise. Donc, c'est un petit peu Plus un dans jeu à un somme sens que nul. dans l'autre. Hein. D'accord. Mais c'est un jeu qui n'est pas vraiment à somme nulle, mais pas totalement déséquilibré. Il n'y a pas des grands perdants, des grands créanciers et des grands... Si. Les Chinois, même dans la mise dans laquelle ils sont, ont quand même un excédent commercial depuis très longtemps et donc des réserves de change hallucinantes en dollars. Alors maintenant, c'est vrai que depuis quelque temps, ils essaient de se passer du dollar le plus possible, qu'en plus, comme ils exportent de moins en moins vers les États-Unis, ils ont de moins en moins de devises qui rentrent, et que ils se sont dit, ce serait marrant quand même d'aller acheter un peu d'or à la place du dollar, parce que ça ne vaut pas grand-chose le dollar. Donc il y a eu quelques mouvements de la Chine. Vous regardez d'ailleurs, c'est assez amusant, depuis des mois et des mois, les Chinois n'achètent plus de trésoreries américaines. Les trésoreries américaines, alors là, si quelqu'un peut me donner la réponse, je serais preneur. Vous savez où on les a retrouvées? En Belgique. Va comprendre. 360 milliards. C'est quand même pas rien pour un pays comme la Belgique. Et pour l'instant, tout le monde cherche, personne n'a la réponse. C'est curieux. C'est quand même plus du double de ce qu'a la France. Il y a juste un souci. On voit la Belgique, on peut commencer à se poser des questions. Donc voilà, il y a un moment où vous pouvez pas, vous n'êtes jamais à somme nulle. Vous pouvez pas dire ah, bah, c'est tout simple, là on fait un write-off de toutes les dettes, puis finalement on part. Ça au Monopoly, oui. Mais là vous n'êtes pas au Monopoly. D'où l'intérêt de l'idée d'une armée pour si jamais les créanciers viennent dire attention, parce que font les Américains, ils ont une armée toujours très puissante malgré une dette phénoménale, ce qui permet de protéger l'intérêt des créanciers étrangers. Oui, donc il faut aller en parler à M. Le Drian, qui a été reconduit. Non, il y a bien évidemment que ça va poser des problèmes, bien évidemment que qu'on risque d'avoir des problèmes, et en interne, et avec l'extérieur. Quand vous dites à quelqu'un que vous ne lui remboursez pas les dettes, généralement ça ne se passe pas très bien. Voilà. D'accord, on arrive plus ou moins au terme de cette conférence. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? J'en ai une. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine, et notamment par rapport au PIB.
vous avez dit que... Il était de la moitié de ce qu'ils annonçaient. C'est ça, et que pour les conditions de la Chine, c'est équivaut à une récession. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi 3% Tout simplement parce que vous avez un certain nombre de Chinois. Alors, il faut bien voir que la Chine, c'est pas Shanghai. D'accord? Donc, vous allez dans le centre de la Chine, c'est le Moyen-Âge. Donc, vous avez en gros 500 millions de Chinois qui ne bouffent pas. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, ils se déplacent vers les villes pour essayer de trouver à bouffer. Et que si vous n'avez pas aujourd'hui 7,5% de croissance, c'est pas moi qui l'ai calculé, c'est plein d'économistes qui ont travaillé là-dessus, vous n'arrivez pas à absorber les nouveaux entrants. Voilà. Donc, vous êtes en récession en dessous de 7,5%. Quid de la vraie récession, c'est-à-dire le truc négatif? Il y a, je ne sais plus quel bureau d'études qui a sorti que 20% de l'économie chinoise était en croissance négative, en récession. Peut-être, c'est possible. Le seul problème de la Chine, si vous voulez, c'est qu'on n'a absolument aucun accès aux données. Donc on peut essayer, avec différentes méthodes, d'essayer de retracer pour essayer de voir à peu près ce que ça donne. Mais quand je vous donne des chiffres en vous disant c'est à peu près la moitié, c'est à peu près la moitié. J'en ai pas plus d'idées que ça. Je dis simplement que ça me paraît difficile d'avoir 7,5% de croissance sans consommer plus d'électricité et en ayant des chiffres qui, curieusement, sont diminués de moitié quand ils arrivent dans les pays dans lesquels ils exportent. Donc voilà, je fais des trucs comme ça, mais c'est au doigt mouillé. Hein, donc, Merci. Plus de questions? Bon, bah écoutez, merci beaucoup.